L'Europe va mal, l'Allemagne est en récession, des dizaines de milliers d'entreprises ferment tous les mois en Allemagne et en France, et pas que des... Aujourd'hui, je voudrais faire une capsule assez rapide pour parler d'un certain nombre d'événements majeurs qui se succèdent dans cette période contemporaine et dans une période historique plus large pour nous emmener au moment où nous sommes, rentrée 2023, avec un espèce de chaos généralisé, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. L'Europe va mal, l'Allemagne est en récession, des dizaines de milliers d'entreprises ferment tous les mois en Allemagne et en France, et pas que des petites entreprises comme par le passé, des petites entreprises qui s'étaient créées avec 100 salariés en fait, uniquement avec un chef d'entreprise. La grande spécificité de ce qui se passe depuis cette rentrée, c'est que ce sont des entreprises plus importantes qui ferment, donc beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, énormément évidemment dans les travaux publics, malgré tous les travaux qui sont faits pour mettre aux normes les maisons et les appartements, ces normes draconiennes du climat, et ces normes qui risquent de faire qu'un grand nombre de propriétaires ne posséderont plus rien, tout en ayant une maison, mais dans laquelle, pour avoir le droit de continuer à habiter, ils vont devoir payer d'énormes taxes, d'énormes amendes, et qui n'auront plus le droit ni de louer, ni de vendre, sauf à commencer immédiatement les travaux de mise en norme énergétique. C'est complètement fou, mais c'est comme ça que ça avance. Comme si cette Europe, qui en réalité est la seule à prendre des décisions aussi absurdes, que ce soit avec l'éolien, avec le solaire, avec la sortie du nucléaire, avec les sanctions contre la Russie, etc., etc., est en train de se mettre KO, alors que le reste du monde, et d'ailleurs un peu l'Europe et l'Allemagne, consomment de plus en plus de charbon, découvrent l'intérêt incroyable du gaz comme énergie facile et propre, et continue évidemment, et continuera après 2035, à produire des moteurs à explosion. Bref, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de la destruction des gazoducs Nord Stream. Et je dis bien destruction parce qu'ils ont été détruits de telle manière à ce que ce soit impossible de les réparer. Et en réalité, il faudra quasiment mettre des nouveaux tubes à leur place. En plus, comme la Suède et la Finlande ont entre-temps rejoint l'OTAN et que c'était déjà extraordinairement difficile d'obtenir la construction des Nord Stream, on connaît tous les pressions qui se sont exercées sur l'Allemagne depuis bien avant l'ère Trump et l'ère Biden, puisque ça avait commencé dès Obama, donc des pressions pour empêcher en fait que l'Allemagne puisse se rapprocher de la Russie énergétiquement et devienne la grande puissance eurasiatique avec deux locomotives, une locomotive industrielle en l'occurrence l'Allemagne, une locomotive sur les matières premières en l'occurrence la Russie, et qui faisait que ce pôle eurasiatique risquait de rendre complètement obsolète la puissance américaine. Surtout que les Américains voulaient absolument trouver des débouchés pour leur gaz de schiste, dont ils ont trouvé des quantités considérables en fait dans leur sous-sol, et que personne ne veut acheter parce que il est cher, parce qu'il est sale, parce qu'il est compliqué à transporter, etc. Mais ils ont trouvé, en détruisant Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et je dis bien en détruisant Nord Stream 1 et Nord Stream 2, parce que c'était une conclusion évidente dès cette date-là, mais avec toutes les informations rapportées par Seymour Hersh, le journaliste prix Pulitzer, ancien du New York Times, etc., qui est devenu un journaliste d'investigation indépendant et qui a apporté toutes les preuves et les éléments de preuve qui indiquaient exactement comment ça s'était passé.
Alors évidemment, il y a comme toujours des milliers de contre-feux. Alors je vous rappelle, hein, les contre-feux pour le tabac, c'était les pots d'échappement des voitures, c'était le stress, c'était la nourriture. Puis les contre-feux pour la nourriture, etc., c'était ceci et cela. Puis les contre-feux pour les injections, c'est le climat, c'est la peur, c'est les complotistes. Et maintenant, les explications, par exemple, quant au Canada, il y a 12 standing ovations pour Zelensky et un ancien membre de la division SS Galicia, tristement célèbre division SS Galicia, qui s'était réfugié au Canada et qui a été acclamé debout par l'Assemblée canadienne. Et finalement, léger mea culpa du Premier ministre canadien, on se demande d'ailleurs pourquoi il est toujours en place, mais qui a expliqué dans la même phrase qu'en réalité, c'était la faute des campagnes de désinformation des Russes. Sous-entendu, c'était sympa d'acclamer ce vieux monsieur, qu'est-ce que les Russes sont allés fouiller dans la merde et dire qu'en fait ce mec était un SS. Non mais vous imaginez la logique du raisonnement. C'est-à-dire que pourquoi ils nous ont dit la vérité alors que tout le monde était très heureux de voir un vieux monsieur qui était censé avoir combattu les Russes et s'était battu pour préserver l'Ukraine être acclamé. Donc on est vraiment dans du double standard, dans de la double logique. Et c'est forcément extrêmement troublant, extrêmement inquiétant, parce que c'est le mode de raisonnement aujourd'hui qui est le plus important. Bon, il y a 2 mois, il y avait le sommet des BRICS, et sagement, comme toujours, les BRICS qui ont pourtant créé la Banque des BRICS, qui ont décidé d'aller vraiment de plus en plus loin dans la dédollarisation, n'ont pas annoncé la création d'une monnaie qui irait contre le dollar. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé de combattre le mal par le mal, puisque cette nouvelle monnaie, à un moment ou un autre, entre des mains pas forcément bien intentionnées, aurait pu devenir exactement ce qu'est le dollar, c'est-à-dire un outil d'asservissement d'autres pays. En fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que chaque pays devait retrouver une souveraineté monétaire et que c'était indispensable. Et ça, c'est très important. Et en fait, la Banque des BRICS est là pour fluidifier les échanges entre ces pays et leurs différentes monnaies. Et elle est également là pour faire des prêts et pour éviter aux pays de se retrouver avec un espèce de pistolet sous la tempe dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de la Banque mondiale, dans le cadre de toutes ces organisations internationales, et on peut citer aussi l'OMS, qui ont décidé, sans jamais avoir été élus, sans jamais avoir demandé à quiconque de dire pourquoi en fait ils agissaient de façon aussi destructive en Afrique par exemple, pour uniquement l'intérêt de quelques pays occidentaux et quelques multinationales richissimes qui obtenaient des contrats complètement aberrants en fait. Mais à l'époque, les contrats, ce type de contrat était même pas caché en fait. Souvent, ils étaient obtenus en soudoyant quelques hommes politiques, voire même quelques présidents, un certain nombre de personnes, et qui ne se rendaient pas compte des conséquences à court terme et à long terme de leurs actes, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que des partenaires puissent être aussi cyniques. Alors on a découvert, en parlant de contrat, la nature du contrat de Pfizer avec un pays comme l'Afrique du Sud, et c'est exactement comme toutes les personnes dites complotistes l'avaient annoncé au début en fait de la mise en place de ce contrat vaccinal. Comme c'est souvent l'usage avec les contrats de vaccins, les gouvernements prennent les responsabilités de la vaccination et d'un certain nombre de risques, en fait, couvrent les risques des laboratoires. Mais là, en fait, ça va au-delà de l'entendement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont couverts, y compris c'est-à-dire que tous les frais judiciaires, tous les déficits d'image, les stocks, les usines, etc., sont entièrement sécurisés en fait par des contrats à long terme. Je rappelle que l'Europe a commandé des centaines de millions de doses qui n'ont pas été injectées,
qui vont devoir être payées. On ne sait même pas si elles seront jamais produites ou alors si elles seront, entre guillemets, enfin, tout ça c'est un mystère en fait. C'est-à-dire qu'on a des personnes à la Commission européenne qui prennent des décisions de contrats avec des SMS dont on n'a pas la trace, entre la présidente de la Commission européenne et le PDG de Pfizer. Tout ça se passe à l'insu des pays, à l'insu, enfin même dans un pays comme la France, on a une Cour des comptes, on a des gens qui surveillent ce qui se passe, etc. Même si évidemment il y a plein de choses qui leur échappent et tout ça est très politique. Mais à l'intérieur de l'Europe, qui est quand même un endroit collégial, qui est un endroit collectif, etc., on se rend compte qu'en fait il y a des personnes qui décident de tout. Ils décident de la santé, ils décident d'imposer ou non le vaccin, ils décident de refuser d'écouter les plaintes légitimes d'un certain nombre d'États, mais en revanche, ils décident à la Cour européenne de justice. Enfin, toutes ces choses-là sont pas liées, hein. Je fais un espèce d'amalgame, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, ces institutions sont devenues petit à petit des armes pour rendre dociles les peuples, pour les empêcher, entre guillemets, de réfléchir et de se battre pour leur propre identité, leurs propres intérêts. Donc on a à la fois une volonté de liquéfier, entre guillemets, les identités nationales. Alors ça commence par les drapeaux, hein. On voit d'ailleurs le drapeau français qui est remplacé parfois sous l'Arc de Triomphe par le drapeau européen, ce qui est quand même complètement incroyable, hein, puisque sous l'Arc de Triomphe, il y a la tombe du soldat inconnu qui s'est battu pour empêcher que l'Allemagne nazie prenne sous son contrôle l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que un chef d'État, un parti, le parti nazi, prenne la haute main sur toute l'Europe. Et vous imaginez qu'en réalité, on a, évidemment, toute comparaison étant... Il n'y a pas de comparaison par rapport au mal absolu que représente le nazisme. Mais on a quand même aujourd'hui un nombre assez limité de personnes qui ont un pouvoir sans cesse grandissant sur toute l'Europe. Mais pas que sur toute l'Europe. Alors ils ont un pouvoir grandissant sur l'Europe parce qu'ils décident des normes alimentaires. Donc ils décident que peut-être les huiles essentielles, c'est pas bon. Alors que tout le monde sait que c'est très bon pour la santé depuis l'Antiquité. Ils décident de la politique énergétique, des tarifs et de la manière avec laquelle les choses vont s'organiser entre les pays. Ils décident de la censure, de ce qui est possible de dire ou pas de dire, et également de la censure de médias étrangers, parce qu'en fait, ce sont des médias étrangers. Ils décident de la manière avec laquelle doivent se tenir les élections, le type de majorité, dans quel parti, en fait, les gens qui travaillent également pour le parti et qui sont des employés de députés européens doivent être remboursés en fait par leur parti, alors que pour d'autres partis, en fait, c'est des coutumes qui sont totalement acceptables. Donc on voit sans cesse ce danger s'installer, où des personnes qui n'ont pas été élues ont un pouvoir extrêmement important. Et je rappelle juste à toute fin utile qu'une des dates les pires dans ce qui est en train de se passer au sein de l'Europe, c'est en mars 2022. Juste après le début de l'opération spéciale, ça s'est passé à Versailles et il se passe beaucoup de choses à Versailles ou à la Lanterne, hein, qui est juste à côté du château de Versailles, donc le fameux pavillon que s'est accaparé le couple présidentiel depuis un certain nombre d'années. Et ben, à Versailles, le président de la République française avait invité en fait un grand nombre de présidents européens à venir et à prendre une espèce de pacte entre eux, de pacte contre la Russie, pour mettre à genoux la Russie, pour détruire la Russie et pour sauver, entre guillemets, les vaillants ukrainiens, cette grande démocratie ukrainienne qui était face
au dictateur absolu qui est Poutine, un dictateur qui, je vous le rappelle, avait 50 cancers, allait être renversé par tout le monde autour de lui, etc., etc. Bon, il a l'air de bien se porter, alors c'est peut-être des tours de magie, etc. Mais en tout cas, on se rend compte qu'en fait, toutes ces choses étaient fausses et qu'aujourd'hui, le patient qui est extrêmement malade, c'est l'Union européenne, comme je le disais tout à l'heure, suite en particulier, déjà à une situation mondiale qui est extrêmement tendue, après des années de gabegie, de dépenses invraisemblables, d'impression de milliards, de milliers de milliards de dollars et des dettes en Europe qui ont complètement explosé. Hein. Le président Macron a fait exploser la dette française de plus de 800 milliards depuis qu'il a pris le pouvoir, bien plus de 800 milliards, parce qu'il y a beaucoup de dettes qui sont pas forcément visibles à l'intérieur de ça. Il a créé énormément de chaos. Il est détesté par une très très large partie du pays, mais il continue à faire ce qu'il veut, à tel point que même si on est un pays qui est au bord de la banqueroute, eh ben, il n'a pas hésité à faire un dîner avec 180 personnes. Donc c'est pas mal comme chiffre, hein. 180, il y a un 18, donc ceux qui aiment les chiffres s'amuseront avec 18. C'est 3 x 6, hein, 6, 6, 6. Et 180 personnes. Et surtout des bouteilles sans prix. Alors c'est Mouton Rothschild, donc comme son nom l'indique, hein, Mouton Rothschild, mais pas que ça. Donc des champagnes, des vins blancs, d'autres vins rouges et aucun insecte au menu, pas d'insectes. Alors là, nous, on va devoir manger des insectes. La France a envie d'avoir un leadership mondial dans les insectes, mais bizarrement, alors que c'était le dîner idéal pour montrer à quel point les insectes c'est génial. Et comme le roi d'Angleterre est quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'écologie, c'était franchement le dîner idéal pour montrer au monde entier que les insectes c'est génial. Et là, bizarrement, pas d'insectes. Aucun insecte. Mais comme l'ont souligné beaucoup de personnes quand je l'ai dit ça sur Twitter, ils ont dit ouais, mais il y avait plein de parasites, il y avait plein de cafards, il y avait plein de morpions, il y avait plein de tout ce que vous voulez, de tiques, de suceurs de sang, etc. Mais ils n'étaient pas dans les assiettes. Bon, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment complètement faux, que les BRICS, puisque c'était ça ma phrase, sagement ont décidé, encore une fois, de redonner une autonomie monétaire aux différents pays. Et là, il est en train de se passer quelque chose pour la France qui n'est que le début, manifestement, d'un cycle en Afrique francophone et en Afrique CFA. C'est que, un par un, les pays nous demandent de partir avec nos médias, ils nous demandent de partir avec nos soldats, et qui sont, entre guillemets, victimes de plans géopolitiques qui les dépassent. Eux sont là pour obéir, hein, comme l'ambassadeur de France auquel on a demandé de rester alors que le pays en question lui demandait de quitter. En général, automatiquement, quand un pays convoque l'ambassadeur et lui demande de partir, il part. Nous, la France de Macron dit non. Bon, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé un certain nombre de choses et ils ont dit voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Bon, finalement, l'ambassadeur a dû partir, l'armée a dû partir et au lieu d'avoir une approche diplomatique des relations avec le nouveau pouvoir au Niger, on a voulu un bras de fer, on a voulu les menacer, on a voulu inciter la CEDEAO à rentrer en guerre avec le Niger, donc des pays africains se massacrer entre eux, comme s'il n'y avait pas assez de la guerre au Soudan, il n'y avait pas assez de tout ce qui s'est passé au Malawi et autres. Je pense que l'Afrique a déjà beaucoup payé. Il est temps de laisser petit à petit les Africains décider des partenaires fiables avec lesquels ils ont envie d'avancer et de créer leur avenir, de profiter de leurs ressources. Et leurs ressources, c'est les hommes, les femmes, les enfants en Afrique. Et cette démographie qui est magnifique, hein. Aujourd'hui, sans l'Afrique, la démographie mondiale serait de moins de 2 enfants par personne. Donc ça veut dire qu'on est à un moment où la démographie de l'humanité pourrait baisser automatiquement. Alors en Chine, ils essaient d'inverser complètement
le cycle du un enfant. En Inde, c'est pareil. En Russie, évidemment, ils essaient de pousser aussi les gens à avoir plus d'enfants. Mais chez nous, pas du tout. Rien n'est fait pour inciter l'augmentation de la natalité et surtout pas la possibilité d'avoir des maternités accessibles en milieu rural, etc., etc. Donc si vous êtes pas dans une ville de 15 minutes, ou ce que vont devenir les villes de 15 minutes, avoir un enfant, c'est véritablement la croix et la bannière. Et de toute façon, rien n'est fait pour ça, parce qu'il faudrait que vous ayez les moyens dans ces grandes villes de vous payer des appartements plus grands pour accueillir dans de bonnes conditions un bébé à venir, ce qui est extrêmement coûteux, extrêmement difficile, et ça va l'être de plus en plus. Donc, une situation compliquée, mais beaucoup d'espoir avec ces pays africains qui disent et annoncent en tout cas vouloir travailler avec des partenaires qui viennent véritablement pour les aider. Et au cours du sommet des BRICS et d'un sommet africain qui s'était passé juste un peu avant, je sais plus si c'était à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, donc le président Poutine avait effacé beaucoup de dettes de pays africains gratuitement, comme il fait régulièrement depuis des années avec les ex-pays de l'URSS et avec des pays africains. Et la Chine n'est pas en reste, puisque la Chine investit massivement dans d'énormes infrastructures sans récupérer la mise. Mais la Chine fait un calcul de puissance commerciale dominante, c'est que si ces pays deviennent de plus en plus en fait des pays avec un niveau de vie qui grimpe, avec véritablement des pays qui se relèvent en fait, qui ont enfin un avenir par eux-mêmes, et ben la Chine pourra en profiter en bonne intelligence avec ces pays-là. Bon, il y a 18 mois, le début de l'opération russe, hein, je l'évoquais tout à l'heure, donc on a des ministres en France qui devraient être des prix Nobel, puisqu'ils avaient annoncé qu'on allait détruire l'économie russe, et qu'en réalité, non seulement on s'est tiré des balles dans le pied, mais on a continué, et petit à petit, en fait, on s'est tiré des balles dans le genou, dans le mollet, dans le foie, dans l'estomac, etc. Et là, c'est le cœur qui est atteint, la tête qui est atteinte. Mais de toute façon, tout ça, ça fait partie d'un chaos qui s'organise, hein. On est à l'époque de l'intelligence artificielle qui est dominante, et pourtant, et donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont devenir obsolètes à plus ou moins court terme, et pas du tout comme au début de l'informatique, où évidemment il y avait un certain nombre d'emplois qui devenaient obsolètes, mais il y avait beaucoup d'emplois qui étaient créés. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en fait, elle sait de plus en plus se programmer elle-même, travailler elle-même. Et il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a également la cybernétique. Et donc, on est véritablement à une époque où il y a une obsolescence programmée de l'humain qui devient possible. Et alors ça correspond aussi à l'envie d'avoir la mise en place du revenu universel. Alors on a tous les casques que les gens vont avoir chez eux, puis on a appris à ce que les gens acceptent le confinement, etc. Et donc on voit bien dans tous les films de science-fiction vers où pourrait aller l'humanité. Et c'est véritablement là qu'il faut se poser des questions et comprendre quand Elon Musk dit que c'est gravissime ce qui est en train de se passer dans l'intelligence artificielle, et pas mal d'acteurs, hein, dont l'ancien patron de la division d'intelligence artificielle de Google, qui a quitté Google pour retrouver sa liberté de parole, et qui dit, nous on ne voit que les choses publiques dans ce domaine, mais qui dit qu'en fait l'intelligence artificielle a atteint un niveau qui est complètement destructeur et qui risque de détruire l'humanité. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mot intelligence n'est pas adapté, etc. Mais si ces gens croient en Dieu, effectivement, il y a quelque chose de sublime avec l'humain, il y a la connexion entre le cœur, les émotions, en fait, il y a des choses qui sont inqualifiables, l'amour, la tristesse, la joie, la passion, etc. Mais il y a énormément quand même de mécanismes chimiques, de mécanismes hormonaux, de mécanismes électroniques dans le corps humain, et que petit à petit, des fous, des apprentis sorciers sont en train d'essayer de mimer. Et ils le font avec un certain succès. Et je ne vous parle pas de tout ce qui est clonage, mais des clonages en intégrant directement des puces informatiques. Enfin, je vous assure que quand on met le doigt là-dedans et quand on cherche ce qui est en train de se passer, c'est terrifiant.
Et il n'y a pas besoin d'aller si loin. Il n'y a qu'à regarder les biolabs. Il n'y a qu'à écouter le candidat démocrate aux États-Unis, Robert Kennedy, donc le neveu de John Fitzgerald Kennedy, mais le fils d'un autre Robert Kennedy qui a été assassiné, hein, puisqu'il y a beaucoup de Kennedy comme ça, et qui explique le rôle du Pentagone, le rôle de la CIA dans la stratégie Covid, hein, qui est en réalité une stratégie qui s'appuie beaucoup sur l'échec d'H1N1. En fait, c'est que des expériences qui se succèdent. Et c'est des expériences qui se succèdent manifestement avec un plan derrière. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes n'hésitent pas à dire haut et fort, alors il y en a qui le disent depuis très longtemps, mais à mettre en avant une notion d'eugénisme. Il y aurait trop de personnes sur Terre, la Terre n'est pas faite pour accueillir autant de monde, la Terre. Et en réalité, la Terre, elle pourrait accueillir tellement plus d'humains. Mais le problème, c'est que dans ces humains, il y a une petite partie qui décide de voler en jet pour aller où ils veulent, quand ils veulent. On a un président de la République qui va quand même régulièrement, à même pas 100 km de Paris, pour aller dans sa maison au bord de la mer. C'est des vols qui doivent durer 15 ou 20 minutes, mais quand il se déplace, il faut des hélicoptères, il faut mettre en branle des brigades de gendarmerie, etc. Enfin, tout ça, c'est le délire. Le délire de ces espèces de paquebots géants, le délire de cette espèce de surconsommation, le délire de la malconsommation. J'évoquais la crise du Covid, j'évoquais les injections, les vaccins, etc. Mais vous avez quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est le dévoiement des mots. Pour castrer avec des injections les cochons, la division Pfizer Animal parle de vaccin. Alors, il y a beaucoup de doutes sur Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Béchamp, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur Pasteur, qui ont pris ses... Il est vraiment très contesté et il est forcément très contestable. Et la période du Covid a fait que beaucoup de personnes se sont replongées dans les écrits, se sont replongées dans les sources, se sont vraiment réintéressées à tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que même Pasteur, il n'aurait pas eu le cynisme ou la malveillance d'appeler injection quelque chose qui castre les mammifères. D'accord ? Il y a d'autres scandales qui explosent. On parle de liens entre des membres du gouvernement français et le Distilbène. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des générations entières qui se succèdent de personnes qui ont mal agi pour l'humanité. On a un nazi de la division SS Galice, je le disais en introduction, qui a été acclamé en standing ovation par le Parlement canadien. Et ensuite, on accuse la Russie, alors que c'est la Russie qui a perdu 27 millions de personnes pour sauver l'humanité des SS et du nazisme. Et aujourd'hui, on acclame le nazisme dans des démocraties. On acclame le président d'un régime qui annonce devant l'Assemblée que dans son pays, on ne votera pas tant qu'il y aura la guerre. Vous imaginez, pas d'élection, parce que ça coûterait cher, parce que ce serait difficile à organiser, etc. Mais pourquoi ils se battent? Je croyais qu'ils se battaient pour la démocratie. Et en fait, ils sont en train de devenir une dictature dans laquelle il n'y a plus de partis d'opposition. Il n'y a plus de médias d'opposition. Et il n'y a plus d'élections. Donc on a quelqu'un qui a été élu sur un malentendu et des mensonges qui devait apporter la paix et qui a apporté la guerre, qui a été élu par les russophones et sur lesquels les bombardements ont continué à s'intensifier et à devenir de plus en plus fort, qui a dit qu'il allait lutter contre la corruption. Et il y a un scandale avec FTX et son patron Sam Bankman-Fried, où on se demande, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la lessiveuse de milliards. Donc on verra où va l'enquête, mais c'est encore une enquête qui a l'air d'avancer assez doucement.
Voilà, il y a même des journalistes comme Tucker Carlson qui ont tellement peur de procès complètement fous avec des centaines d'avocats payés par des centaines de personnes parce qu'ils menacent de révéler des choses qui pourraient faire mal à l'icône des États-Unis qui s'appelle Barack Obama. Et donc, comme un effet domino sur tout ce qu'a fait Obama, c'est un espèce de devoir d'inventaire, mais un inventaire qui remonterait à la période de Chicago et des dizaines d'assassinats dans la communauté gay et des enquêtes pas abouties. Enfin, on vit véritablement dans un monde complètement fou où toute chose peut être évoquée, mais sans avoir peur du ridicule. Et certaines choses peuvent être faites comme plus qu'évoquées, comme la réalité du 11 septembre, comme l'homme sur la lune, comme des tas de choses. On a l'impression d'être dans un monde où le faux est la vérité, et la vérité est dangereuse à dire parce qu'elle mettrait en danger des intérêts de personnes tellement puissantes qu'ils ont quasiment un droit de vie ou de mort, de simple existence, sur des tas de personnes. J'entendais dans une discussion avec un ami, un avocat connu, médiatique, etc., et qui a les pires difficultés financières, alors que c'est quelqu'un de brillantissime, et tellement de personnes. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez des batailles picrocolines au sein de la résistance pour que chacun essaie de survivre, alors que YouTube décide à tout moment d'empêcher la monétisation, les sites de crowdfunding de récupérer l'argent de gens qui essayent de développer des médias ou de défendre des causes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, on vit dans une société où tout le monde ne peut pas cultiver son jardin ou bénéficie pas d'une fortune énorme ou n'est pas rentier ou autre sur une activité, et ça rend les choses difficiles. Combien de journalistes s'autocensurent ou évitent de prendre des risques pour cette raison, et combien de journalistes prennent des risques, mais évidemment on peut pas plaire à tout le monde et sont attaqués dans le même cadre. Alors, j'ai pris plein de notes et je me rends compte que je vous parle énormément, mais je vais continuer sous ce format. Ça prendra le temps que ça prendra, et je vous remercie de votre intérêt. On a l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019. Ça fait 4 ans et demi que Notre-Dame a brûlé. Et on apprend que le général Georgelin, qui était en charge du projet de restauration de Notre-Dame, qui n'était pas du tout alpiniste, en tout cas qui n'était pas connu pour ça, serait parti seul et serait mort lors d'une aventure dans les Pyrénées ou dans les Alpes, je sais plus où. Et d'un seul coup, il y a plein de bruits qui disent, mais s'il était mort dans une autre région de l'Europe, s'il était mort... Enfin, on se rend compte que en réalité, ils nous mentent tellement sur tout que toutes les hypothèses sont possibles. Toutes les hypothèses. Un assassinat, parce qu'en fait, on lui demandait de faire des choses dans la restauration de Notre-Dame qui, même pour un beau soldat obéissant et véritablement prêt à suivre les ordres, parce que c'est ça, être dans l'armée, c'est obéir ou partir, aurait pu dire non à quelque chose, aurait pu s'interroger sur le fait un espèce de conflit éthique, ou est-ce qu'il était sur un théâtre d'opération extérieur à aider pour déployer des armes ou des forces, j'en sais rien, je ne sais pas, mais il y a tellement de questions, et on vit dans un monde où toutes ces questions deviennent interdites. Pourtant, ce sont des questions qui sont essentielles. S'interroger, c'est magnifique. Après, trouver les réponses, évidemment, c'est encore mieux. Mais parfois, on a même peur de s'interroger. Moi, je me rends compte aujourd'hui de l'obéissance de plus en plus forte des gens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le ressort de se rebeller. Les gilets jaunes, ils étaient prêts à faire la révolution quand l'essence est arrivée à 1,40 €. Elle dépasse allègrement les 2 €. Et à la télé, évidemment, les gens sont choisis, mais ils sont ravis de recevoir un chèque de 100 € par an. C'est pas 100 € par mois, c'est pas 100 € par semaine, c'est 100 € par an.
mais pour des gens qui utilisent la voiture, qui font peut-être dans un couple deux pleins parce que ils habitent dans deux directions en province. Évidemment, pour les Parisiens, ils sont pas tellement concernés parce qu'il y a plein d'autres possibilités de se déplacer. Mais en province, c'est pas simple. Parfois, il faut prendre sa voiture plusieurs fois par jour pour amener les enfants aux arrêts de bus, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, à l'administration, etc. et aller à son travail. Donc, ça consomme énormément d'argent. Et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique et c'est pas forcément extrêmement rentable puisque ça devient de plus en plus difficile à vendre parce que les gens s'inquiètent de l'évolution du prix de l'électricité et de plein de choses. De l'hiver, de la capacité des batteries des voitures à supporter plein de charges et qu'est-ce qui se passe si la batterie commence à faiblir, etc. Puisqu'on a de plus en plus de personnes qui évoquent également ce problème. Donc évidemment, tout est garanti quand la voiture est récente, mais quand c'est une voiture d'occasion et qu'elle commence à durer et que les gens ont envie de faire vivre leur voiture, vous savez, il y a des voitures à essence ou des voitures diesel, les gens les ont 5, 10, 15 ans, 20 ans sans aucun problème, avec parfois des petites réparations. Vous avez plein de pays dans le monde où les voitures sont amenées à 1 million de kilomètres, 1,5 million, et des camions aussi. Enfin, bon, c'est rare quand même pour les voitures, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver, mais sans citer cette marque allemande, elle est réputée pour que ces voitures aillent facilement à 300-400 000 kilomètres sans avoir beaucoup de problèmes, à part faire des vidanges et changer les pneus. Bref, il y a 6 ans, 6 mois, 6 jours, bientôt, que notre président s'est fait tirer son portrait officiel. Alors j'en ai beaucoup parlé et j'en parlerai encore. Il y a 22 ans, hein, c'était le 11 septembre. Donc, et derrière le 11 septembre, le Patriot Act, donc la possibilité d'espionner la terre entière librement, etc. Je sais pas depuis combien de temps ce pauvre Assange a une vie complètement abominable, mais véritablement, il devrait être un héros de l'humanité et il est complètement oublié. Alors de temps en temps, des gens essaient de parler de lui, de dire que c'est important, mais face à cette espèce de machine, on est complètement impuissant, puisqu'en fait, il a d'abord été attaqué parce qu'il aurait violé, puis en fait, le truc est tombé à l'eau, puis, et on se rend compte que tout a été n'importe quoi pour permettre aux législations des pays d'évoluer suffisamment pour trouver un moyen de l'attaquer, alors qu'il avait fait que révéler des choses qui étaient vraies, qui étaient factuelles, qui ont été reprises par des grands journaux, dont le New York Times, et qui ne défendent même pas Julian Assange. Et même Donald Trump ne l'a pas libéré. Alors, est-ce qu'il a des bonnes raisons ou pas de ne pas l'avoir libéré? Mais ça aurait été quand même un beau geste. Alors, je ne vous parle pas de la France, hein, évidemment, n'a pas libéré. La mort de François Mitterrand, c'était il y a 27 ans, et François Mitterrand, c'est important parce que il est mort et son corbillard avait un 666 sur sa plaque d'immatriculation. Il était très kabbalistique, hein. Je ne parle pas de la pyramide du Louvre, qui est quand même l'endroit qu'a choisi Emmanuel Macron pour son intronisation un dimanche. Et également Emmanuel Macron qui va régulièrement à Jarnac, hein, sur la tombe de François Mitterrand. Alors pour quelqu'un qui souhaite jamais Noël ou Pâques, à part la Pâque juive ou le Ramadan, c'est quand même un petit peu fort. Bon, j'en ai parlé dans d'autres capsules. 54 ans, hein, depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. Bon, on voit que c'est toujours aussi difficile d'aller là-bas juste avec des machines sans humain dedans, mais il y en a encore énormément qui y croient. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il y a véritablement des doutes, que dans un pays comme la Russie, vous pouvez poser la question aux gens, il y a 95% des gens qui, eux, pensent que c'est complètement faux et que c'est n'importe quoi. Pourtant, si vous parlez à des Français, ils vous vont dire « mais non, mais les Russes ont tout à fait validé et que c'était vrai, et il n'y a que en Europe où il y a des complotistes. » Bon, on voit qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Assassinat de JFK, bientôt 60 ans, hein, son neveu, et puis au fur et à mesure où les papiers sortent, on se rend compte que le coupable idéal, c'est pas le coupable idéal. Le coupable idéal, c'est CIA, Pentagone, etc. Donc, une espèce d'état profond américain. Et peut-être avec une grosse influence du vice-président américain. Et puis, on voit, comme toujours, que la famille Bush, elle est partout, en fait. Elle laisse un sillage partout sur son chemin. Et également, ce qui est intéressant avec cette famille,
c'est que ils sont fans de Biden et ils détestent Donald Trump. Donc énormément de dates. Alors en prenant des notes, j'avais dit qu'en fait il y avait des dates aussi qui étaient importantes. L'assassinat de Kadhafi, l'assassinat de Sankaré, plein de personnes qui ont été assassinées de par le monde et qui étaient des gens importants en fait, ou emprisonnés. Hein, j'évoquais Assange, l'assassinat de Luther King aussi, l'enfermement de Mandela, enfin toutes ces années passées en prison et qui était quand même un personnage véritablement charismatique, important, qui était un humain aussi, hein, donc qui avait ses défauts et ses qualités comme tout le monde, mais pour avoir connu des gens qui l'ont connu vraiment intimement, il faisait une espèce d'unanimité auprès des gens qui l'ont croisé. Je vais pas faire une capsule sur lui. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quand on regarde l'époque récente et ancienne, hein, jusqu'aux pyramides, hein, on voit que notre période, en fait, c'est tout petit. À l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la Terre, c'est encore plus petit, mais elle a quelque chose de très, très particulier. C'est qu'à l'époque, il y avait des guerres, il y avait plein de choses, mais il n'y avait rien sur Terre qui faisait que certains humains pouvaient détruire l'humanité. Il pouvait y avoir des hordes de Huns qui allaient conquérir des grandes parties du monde, les Perses, les Romains, etc. Mais il n'y avait jamais quelques personnes qui avaient l'idée de génocide. Alors ça a eu lieu hein, en Arménie, avec les nazis, etc. Mais également en Afrique, entre certains pays, etc. Souvent, c'était lié à des problèmes de religion, d'interprétation des religions, de manipulation des religions par des gens qui avaient du pouvoir ou de l'argent. Mais c'est la première fois, je pense, que ce soit d'un point de vue biotechnologique, d'un point de vue intelligence artificielle, d'un point de vue nucléaire, d'un point de vue wokisme, donc natalité, etc., jusqu'au transhumanisme, mais également toutes ces armes dont on ignore tout, hein, des armes à énergie contrôlée, des armes laser spéciales, des drones militaires, enfin il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et évidemment des armes informatiques et d'intelligence artificielle qui peut vraiment faire du mal. Hein. Les incendies de Maui et le Covid, on a de plus en plus l'impression quand même que c'était des armes. En tout cas, il y a plein de choses bizarres. Alors, il y a des gens qui évoquent aussi des couleurs. Hein. Donc le changement du drapeau français qui serait dans une nouvelle fréquence proche de 666. Enfin, on est dans un monde de fous, donc je suis désolé, dans un monde de fous, soyons un peu fous, comme ça on a des chances d'être intelligents. Parce que ce que je dis parfois, c'est que tout ce qui se passe est tellement irrationnel, les gens qui nous dirigent sont tellement psychopathes, irrationnels, enfin tout, jusqu'à leur sexe, jusqu'à leur sexualité, enfin tout est mensonger, ou possiblement mensonger. Alors quoi croire, à part des choses qui jusqu'à présent nous paraissaient complètement irrationnelles. D'ailleurs, en parlant de ça, on m'a envoyé ce livre que j'ai reçu aujourd'hui sur les momies, je crois que c'est au Pérou ou quelque part comme ça. Alors moi, je dois vous avouer que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui a beaucoup financé pour que ce livre existe et qui a insisté sur son importance, etc. et qui me dit que c'est comme tout en fait, dans les mensonges, c'est-à-dire tous les mensonges qui risquent d'être faits sur l'espace, sur les hommes verts, mais il y a peut-être aussi des éléments de vérité. J'en sais rien, je vais regarder ça évidemment avec curiosité, mais je pense, je doute de tout. Et d'ailleurs, je suis pas là pour vous apporter des réponses, je suis là également pour vous aider à douter. Parce qu'en fait, je pense que quand on doute, on a une chance de se retrouver soi-même et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir construire une vie, de sortir entre guillemets de ce miroir aux alouettes, de ce miroir de mensonges, de ce monde où finalement tout n'est que jeu d'apparence, etc. Puisque quand on explique
quand moi je dis mais ce dîner c'est purement scandaleux et 180 personnes et le type de bouteille choisi et le lieu et le timing, etc., etc. Enfin, c'est véritablement scandaleux à l'époque où on dit aux gens de se serrer la ceinture et on me dit mais c'est l'image de la grandeur de la France. Mais ceux qui me disent ça, et je leur répète droit dans les yeux, la grandeur de la France, c'est de lutter contre le chômage, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre l'analphabétisation, c'est de lutter contre le fait que les gens n'aient plus les moyens de se soigner, qu'ils n'aient plus les moyens juste de lutter, d'avoir confiance en eux, etc. C'est ça la grandeur d'un pays, c'est de donner de l'espoir, c'est de donner envie aux gens de se lever le matin et de participer à la grandeur du pays dans lequel ils vivent. Demain, s'il y avait une guerre, combien de personnes auraient envie de se mettre derrière le drapeau français et derrière les ordres d'un président en lequel ils n'ont pas confiance? Ça, c'est vraiment important. Enfin, c'est des questions qu'il faut quand même s'interroger. Donc, hein, j'évoquais dans une autre capsule le divorce de Justin Trudeau, plein de questions qui se posent sur sa sexualité, mais aussi sur sa paternité, des liens avec Castro, même Castro qui était à l'enterrement de Mitterrand. Et moi, j'aime plutôt bien Castro parce que c'était un bon vivant. Il aimait les cigares, il aimait la bonne bouffe, il aimait il aimait son peuple, il aimait voilà. Je parlais de pasteur controversé, de la star qui devrait être complètement déchue, qui s'appelle Anthony Fauci. J'ai évoqué dans cette capsule déjà, ou dans d'autres capsules, l'alignement rarissime entre Saturne, Jupiter, un jour de solstice d'hiver, c'est-à-dire l'anniversaire de Macron le 21 décembre, au-dessus de la lanterne où il se trouvait avec des apôtres, le 21 décembre 2020, alignement de Saturne, Jupiter, la Terre, le Soleil de l'autre côté, la Lune dans le même axe. Ça s'est produit 3 fois depuis 2000 ans. Ça s'est produit au-dessus de Bethléem il y a 2000 ans. Ça s'est produit en 1200 quelque chose. Et ça s'est produit là. Et il faut savoir que ces dates sont connues très longtemps à l'avance à cause des lois de Kepler. Donc, parce qu'on sait à quelle vitesse se déplacent les planètes autour du Soleil, etc., etc., etc. Et comme on connaît la rotation de la Terre, on sait au-dessus d'où et quand les choses vont être alignées. Et donc, il y a quelque chose de très spécial qui se passe avec Versailles. Il y a plein de choses très spéciales qui se sont passées avec la ville d'Amiens. En fait, franchement, quand vous regardez le portrait d'Emmanuel Macron, quand vous regardez sa vie, quand vous regardez ce 21 décembre 2020, quand vous regardez sa relation avec ce pape qui est un pape jésuite, donc un pape noir, qui a remplacé un autre pape qui était censé bientôt mourir, mais qui a vécu des années et qui vient à peine de mourir, et que vous regardez l'évangile de Saint Jean, l'Apocalypse, etc., vous dites, ok, c'est complètement irrationnel. Complètement irrationnel, je suis d'accord. Sauf que si vous croyez en Dieu, si vous croyez dans la Bible, si vous croyez en Jésus-Christ, Marie, etc., eh ben vous êtes obligé de vous dire, et si c'était lui? Et si c'était lui maintenant? Et les musulmans savent, les juifs savent, les chrétiens savent, et beaucoup de gens savent. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été, il a été considéré comme personne non grata, même pour parler au sommet des BRICS, alors que Gutiérrez y allait, hein, Gutiérrez qui parlait récemment lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York de l'ouverture des portes de l'enfer, en parlant du changement climatique, en disant qu'il était peut-être trop tard parce qu'on avait déjà ouvert les portes de l'enfer climatique. On a ouvert les portes de l'enfer. Non mais dans le même temps, et c'est triste, hein, le premier ministre, le chancelier allemand qui s'exprime devant un parterre entièrement vide, et ça fait la couverture du Stern, qui était, comme son nom l'indique, consterné. Parce que, franchement, depuis quand un président allemand, une puissance aussi importante, hein, l'Allemagne, c'est la 5e puissance mondiale. Alors c'était un temps la 3e puissance mondiale, puisque si vous regardez l'évolution des puissances mondiales, bah aujourd'hui on a la Chine ou les États-Unis selon le mode de calcul,
Et maintenant, en fait, la tête, hein, c'est... il y a toujours Japon, Allemagne, mais l'Inde arrive vite, le Brésil, l'Indonésie, et on voit que la France fait glou-glou, alors que l'Angleterre résiste un peu mieux que nous. L'Italie se porte pas très bien, et puis avec Meloni, avec les flux de migrants, ils vont se porter de moins en moins bien. Bon, enfin bref, je vais pas faire un cours d'économie ce soir. C'est plus un espèce de message pour faire passer une ambiance et pour partager ma conclusion et quelles seront les prochaines étapes de mon action ici sur YouTube, sur Twitter et dans ma vie de tous les jours. Alors, déjà dans ma capsule précédente, j'avais cité un certain nombre de noms, je vais en citer d'autres. Moi, j'ai la chance de parler très régulièrement avec des personnes aussi diverses que Mehdi Belhaj-Kassem, le philosophe franco-tunisien, Vincent le Maquis, le gilet jaune, Chantal, Théa, Au Bon Tweet français, Stanislas Berton, Yves Pozzo di Borgo, mais aussi le docteur Gaillet, Xavier Poussard de Faits et Documents, Slobodan Despot, du journal Antipresse que je vous recommande, Zoé Sagan, qui défraye pas mal la chronique et avec qui je parle régulièrement, qui est quelqu'un d'autrement sympathique et de bien plus intelligent que beaucoup de personnes le soupçonnent d'être, avec Pierre Bergerot de Tribune Ligne, avec Pierre Bergerot de TVL et avec Stéphanie de Tribune Libre, évidemment avec plein d'autres personnes. Il y avait des gens avec qui je parlais beaucoup et je parle quasiment plus. Bon ça c'est la vie, hein, c'est comme ça. D'autres qui sont pas forcément très connus ou qui utilisent des pseudos parce qu'ils veulent essayer de se protéger au maximum, parce qu'ils s'expriment beaucoup, que ce soit donc sur Twitter, sur YouTube, et évidemment dans la vie réelle. Et tout ça, c'est des sources de grand enrichissement. Et évidemment, regardez tout ce qui se passe. Et j'observe que avec eux que le monde devient fou. Il y en a qui se disent mais éloignons-nous des villes, à un moment où on essaie de nous forcer à aller dans les villes. Et on voit que ces deux mouvements sont hyper logiques, c'est-à-dire que ceux qui veulent du mal à l'humanité veulent concentrer l'humanité dans les villes, et ceux qui sentent que l'humanité devient folle veulent s'éloigner des villes. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et tout ce qui est fait sur l'environnement, etc., c'est pour mettre tout le monde dans des espèces de cages à lapins dans des villes, hein, revivre ce qui a été fait dans les années 70, ou alors même pire, hein, il faut regarder les trucs d'anticipation, ces espèces de camps incroyables. Je remarque aussi malheureusement que si la censure s'occupe pas de beaucoup de complotistes, ils s'en occupent entre eux. Alors il y a des règlements de compte, hein, il y en a qui se traitent d'aigres fins, de voleurs, de brigands, d'autres qui se traitent de tous les noms. Enfin, mais en fait c'est un peu n'importe quoi parce qu'en fait ils font le sale boulot. On a l'impression d'être dans le loft. Vous savez, le fameux programme télé d'il y a une vingtaine d'années. Et on voyait qu'en fait, quand les gens vivent dans un espèce de microcosme, dans cette espèce de silo qui est, entre guillemets, à l'intérieur des réseaux sociaux, la complosphère, on a l'impression d'être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants qu'on est. Mais en réalité, on s'observe et on se parle beaucoup entre nous, hein, à part des gens qui ont beaucoup plus d'audience, comme Zoé que j'évoquais tout à l'heure. C'est pitoyable, c'est dommage. Il n'y a pas de volonté d'union. Et c'est souvent très lié à un problème d'argent que j'évoquais, hein, le fait de pas avoir de fortune personnelle ou d'aide. Alors il y a pas mal de personnes qui veulent soutenir, mais on voit que les sites de crowdfunding peuvent à tout moment confisquer l'argent, que en plus ils prennent pas mal d'argent sur le chemin, et puis qu'après, malheureusement, tout le monde n'utilise pas l'argent ou respecte pas en fait sa part du contrat, qui parfois est mensonger au début. Il y a des personnes avec lesquelles j'aimerais échanger, que j'observe, que je respecte, que je trouve vraiment intéressant. Je vais en citer, hein, il y a Campagnol par exemple, dont tellement de personnes me disent du bien et que je suis régulièrement. Il y a Booba, qui m'a l'air d'être une personne complètement fascinante.
il s'exprime beaucoup sur ce qu'est son métier, hein, c'est un rappeur, mais il a une grande audience et il n'hésite pas à aller sur le terrain de la politique. Branco, Anatolium, mais également à Berkane et tellement d'autres. Donc là, j'ai cité ceux qui étaient les plus connus, mais il y en a vraiment beaucoup. Et puis moi, j'ai découvert, parce que je suis énormément de personnes, et si vous me suivez, vous savez, hein, j'échange, j'essaie de lire vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou Twitter, et de parler donc et d'échanger. Je suis mais parfois vraiment abasourdi par la culture, les recherches, tous les livres qui sont écrits, toute l'intelligence en fait des réseaux sociaux. Et malheureusement, parfois cette intelligence, elle est pas visible, elle est enfouie pour des raisons d'algorithme, pour des raisons de disponibilité des personnes pour se faire connaître ou de censure. Et il y en a plein qui grandissent, qui arrivent à avoir une taille importante sur les réseaux sociaux et puis qui se font censurer et qui redémarrent. Et c'est un peu comme Sisyphe en fait. Et par chance pour l'instant, il continue. Mais c'est vrai que tout ça, ça peut être extrêmement usant. Alors j'avais parlé de Nord Stream, donc parce que j'étais un peu plus vite, hein. Mais bon, pas de doute hein, sur la culpabilité, le mensonge du 11 septembre avec un mobile qui est finalement de prendre le contrôle du monde quand une poignée de personnes en fait et de financiers et de chefs d'entreprise et de chefs de médias enfin, c'est vraiment à se demander. Et moi je ne crois pas à l'existence de groupes très structurés, de gens qui se réunissent en cachette, hein. Ça existe, hein. Il y a plein de sociétés secrètes, etc. Mais j'ai du mal à croire qu'au sommet du monde, il y ait ce genre de choses. Même si j'ai lu plein de romans, j'ai vu plein de films où on voyait que c'était tout à fait possible que ça fonctionne. En revanche, je crois à des gourous, à des personnes extrêmement influentes et qui réussissent à en convaincre d'autres. Alors on a Yuval Harari aujourd'hui qui est un peu l'espèce de gourou de Davos. On a eu en France des gens comme Alain Minc ou Jacques Attali qui ont été extraordinairement influents. Mais on voit que même ces gens-là, à un moment, ils se sont disputés, Attali avec Mitterrand. Et ils sont revenus après avec Chirac, avec Sarkozy, avec Macron, etc. Mais parfois on se demande si c'est pas un espèce de jeu pour continuer à exister, pour alimenter des business, mais j'en parlerai dans une capsule et peut-être dans un article spécifique. Donc le Covid, ça j'avais détaillé dans une autre capsule, et il y a une vraie question sur le PCR. Est-ce que c'était pas une espèce de chasse mondiale à l'ADN et à des personnes qui avaient certaines caractéristiques, donc les PCR, et évidemment tout ce qui était injection, avec des bombes à retardement dans nos corps, et on est obligé de penser au professeur Montagnier et à d'autres personnes qui ont vraiment soulevé ça, et avec des mèches en fait qui n'avaient pas toute la même taille. Donc c'est vraiment l'impression qu'on a peut-être, qu'il y a peut-être des millions, des centaines de millions de personnes. Alors ça dépend s'il y avait beaucoup de placebo, des différences de dosage, etc., etc. Mais on sent que y a une bombe à retardement. Les études sont affolantes, les autopsies sont accablantes, enfin tout est complètement fou. Mais encore une fois, le narratif tient dans les grands médias. La violence légitime est toujours entre les mains de ceux qui font les lois et qui défont les peuples et leurs valeurs. Enfin, il n'y a qu'à regarder en France, hein, toutes les lois sont passées, que ce soit avec des 49.3, 1149.3 je crois, impossibilité des partis d'opposition de s'unir, impossibilité des députés même de l'absence de majorité, mais de Macron de se dire, comme certains s'étaient dit dans le premier mandat, mais alors cette fois-ci il y a un unanimisme, il n'y en a aucun qui sort du rang, hein, contrairement à ce qui s'est passé la première fois. Donc ils ont été beaucoup mieux choisis et ciblés pour cette nouvelle élection. Mais ils sont d'une docilité. On se dit mais c'est pas possible quoi. Ils ont pas le temps de s'interroger, d'écouter, d'avoir des débats, d'accepter entre guillemets que le parti peut avoir tort. Et je sais que c'est compliqué parce que j'en ai parlé avec Yves Pozzo di Borgo qui dit quand tu es dans un parti, en fait, au début, tu apprends un peu comme quand tu es un soldat à dire le parti a raison, le parti dit tout, et le chef de parti, c'est un peu une personne toute puissante, etc.
Mais voilà, donc c'est pour ça que je pense que j'aurais du mal à faire de la politique et autres, parce que pour moi, en fait, il faut qu'on sans cesse on garde notre esprit critique, on garde le respect des gens qu'on regarde dans les yeux pour leur dire, voilà, moi je crois ça, je ne crois pas ça, je m'interroge sur ça, je pense que ça c'est une direction qui est intéressante, en tout cas qui me conviendrait mieux que celle qui est prise. Voilà, j'ai l'impression que toutes les études, que tous les calculs, ils feront rien et que en plus les gens se disputent de plus en plus autour de ça, même si le petit groupe dont je vous parlais essaie de grandir, essaie de se solidariser, etc. Et c'est intéressant, mais pas en tant que groupe, hein. C'est-à-dire que les gens de plus en plus, par binôme, par trinôme, essayent de se renforcer les uns les autres. Et je pense que comme ça va fonctionner sans intérêt capitalistique, sans aucun autre intérêt que de respecter la parole donnée, de respecter les engagements et de respecter l'indépendance. C'est-à-dire que ce qui pourrait se passer, c'est exactement ce que les BRICS veulent pour tous les pays par rapport à leur monnaie, et ben que à l'intérieur de cette espèce de résistance, chacun respecte les individualités, etc. Mais tout le monde ait envie d'aller dans la même direction. Sache quel est l'objectif, quel est et je vais pas dire l'ennemi parce que je veux que ce soit positif, mais l'objectif c'est véritablement aujourd'hui la survie de l'humanité ou d'une certaine forme d'humanité. Parce qu'en fait c'est ça l'enjeu de cette guerre. C'est une guerre pour ou contre une manière que pourrait avoir l'humanité de continuer à exister sur Terre. On est véritablement là. Et il y a plein de pourriture partout. Donc j'ai écrit le mot de pourriture et je tiens à l'utiliser. Voilà, au sommet de la pyramide du pouvoir sur Terre, du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir médiatique, etc. Il y a des gens qui ne sont plus humains. Tout simplement plus humains, ils sont complètement déconnectés des réalités de l'humanité. Et ça ressemble comme à ces films de science-fiction où la Terre c'est devenu une espèce de planète poubelle et il y a des gens qui vivent un peu en orbite au-dessus de la Terre. On avait vu ça au moment de l'apartheid, ça recommence en Afrique du Sud, c'est vrai aux États-Unis partout, vous avez des espèces d'îles ou des espèces de villages au fin fond du Nevada. En fait, souvent c'est loin de tout et c'est facile à protéger, où vous avez tous les gens très aisés et riches qui se retrouvent et qui vivent, et les villes et les banlieues de villes qui sont des endroits catastrophiques avec la violence. On avait vu les manifestations de Black Lives Matter, etc. Les villes étaient mises à sac. On a vu ce qui s'est passé en France avec les émeutes avant l'été. On voit cette espèce de violence qui est là, et sans vouloir faire aucun amalgame, on sent que l'incapacité de proposer des solutions, aujourd'hui, on a quand même un ministre qui explique que on va arrêter les projets d'autoroute, etc. Alors que tous ces projets d'infrastructure sont en général, on le sait tous, les projets les plus importants pour un pays, pour l'emploi dans le pays, pour générer de la croissance, etc. Et en France, on va arrêter les autoroutes sous prétexte que c'est pas bon pour le climat. C'est-à-dire qu'on va continuer à enclaver au maximum les villes pour y retenir les gens. Et tout ça, ça passe crème. Donc avec le climat, etc. On a quand même eu un été qui était plutôt pluvieux. Là, on n'a pas fini l'été, c'est véritablement frais. On se demande à quoi pourrait ressembler l'hiver. Il risque d'être vraiment glacial. Mais voilà. Donc, parfois, en plaisantant, on dit il y a un certain nombre de personnes avec des amis qui semblent être des réceptacles d'un mal absolu. Donc, je vous invite à voir un film des années 70, la même époque que Le requin des dents de la mer et les débuts de Star Trek, qui s'appelle Rosemary Baby, Damien la malédiction. Tiens, Damien, le prénom, et Damien, D', Amien, coïncidence. Bref, et la question c'est toujours pareil. Est-ce que l'histoire bégaye, genre Matrix? Donc, on pourrait s'interroger, se dire, pour ceux qui ont lu une BD qui s'appelle Le grand pouvoir du Schnickel, ou ceux qui ont regardé La planète des singes ou autre, on peut se poser plein de questions. C'est ça qui est drôle, c'est passionnant. Mais pourquoi cracher sur ces questions? Pourquoi ne pas véritablement s'interroger et avoir toute l'honnêteté? Et c'était tout à l'heure, je parlais des hommes verts. C'est quoi subitement
Alors il y a eu le Covid, il y a la guerre, le climat, les martiens. Enfin, mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'il y a 20 ans, il y a des gens qui ont dit « Voilà exactement ce qui va se passer, c'est la stratégie, elle est écrite. » Et ça se passe, et normal. Les gens qui ont dit ça il y a 20 ans, c'était des complotistes, leur vie a été détruite, ils ont été isolés, ils ont été traités de fous, etc. Maintenant, ils ont raison, personne ne va les chercher. Alors pour Montagnier, lui, malheureusement, il est mort, mais c'est quand même un prix Nobel très important en France, très important pour la communauté gay. La communauté gay qui n'a pas du tout soutenu Montagnier parce qu'en fait, elle a été très pro-vaccin, et ce qui est normal, puisqu'en fait, ils souhaitent, comme tout le monde, qu'il y ait des solutions autres que des pilules, des trithérapies, etc. pour le sida. Donc le vaccin reste une piste de rêve. Et donc, ils veulent pas heurter la science du vaccin. Et encore une fois, je parle pas globalement, hein, j'explique que Montagnier, qui était vraiment important, et qui avait quand même, c'était une maladie qui touchait essentiellement la communauté gay, rien. Et moi, j'ai un de mes cousins qui a été un des cofondateurs d'ACT UP, hein, Didier Lestrade, qui est quelqu'un de proche, hein, c'est vraiment, et qui est une personne magnifique. Et voilà, lui a complètement cru au narratif du vaccin. Voilà. Mais je pense que tout est dans la Bible. Que la Bible dit la vérité, qu'elle nous dit les choses les plus importantes sur les relations à l'intérieur d'une famille, les relations en dehors d'une famille, le travail, les relations, la capacité de juger, la capacité de punir, la capacité d'utiliser son argent, d'investir ou pas, etc. Enfin, c'est fascinant. Et dans la Bible, évidemment, il y a l'Apocalypse. Et je pense que la France, c'est un pays qui est extraordinairement important, bien plus important qu'on ne le dit. Et qui a Macron, donc l'inconnu Damien, et son binôme Brigitte, ils sont pas ici par hasard, ils sont pas ici et maintenant par hasard. Je vous invite à regarder les prophéties de Saint Malachie, quand même, qui est quelqu'un qui a plus de 800 ans, a écrit toute la lignée des papes. Et là, jusqu'au fait qu'il y aurait 2 papes en même temps, vivants longtemps, dont un pape noir, donc ce fameux pape jésuite, etc., etc. Donc, je pense que, et ça c'est vraiment important, que le bien va triompher. Donc ça, j'ai aucun doute, mais véritablement aucun doute, que il grandit, et que la lumière trouve des fissures, même si la machine infernale qui a pris le pouvoir du monde, hein, dans tous les domaines, hein, le domaine médiatique, le domaine économique, hein, je vais parler des BlackRock, Vanguard, hein, des médias mondiaux, etc. On voit qu'il y a des fissures avec des gens comme Elon Musk, hein, je vous ai parlé souvent des 5 fantastiques, hein, Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Mohamed Ben Salman, Elon Musk. Évidemment, il y a énormément de personnes qui sont très importantes, mais avec le temps, ceux-là vont s'avérer vraiment significatifs pour installer la paix, et pour essayer de lutter contre l'hégémonie actuelle et voir comment, dans ce monde, on peut avoir une cohabitation constructive et fructueuse pour beaucoup de gens. Donc il y a une espèce de guerre mondiale en ce moment, hein, pour l'énergie, pour l'Afrique, pour les flux migratoires, pour détruire, entre guillemets, l'image de toutes les personnes qui essaient véritablement de se battre pour une certaine idée du bien et de l'avenir de l'humanité. C'est à ça que servent les médias, mais c'est à ça que servent aussi beaucoup d'avocats et beaucoup d'argent. La guerre des monnaies, la guerre des injections, voilà, beaucoup de choses se passent en France. Donc moi, ce que je veux dire véritablement en conclusion, et je cesserai pas de le répéter, c'est déjà d'être uni avec soi-même. Essayez pas d'être 2, 3, 4 personnes pour plaire, pour être... Non, soyez vous-même. C'est déjà difficile. Donc, essayez d'éviter les masques, les machins, etc. Assumez au maximum qui vous êtes, et comme ça, vous réussirez à dire oui, et vous réussirez à dire non. Et vous réaliserez que parfois dire oui, c'est plus difficile que dire non.
Et voilà, parfois il faut refuser d'obéir. Et voilà, il y a des conséquences quand on refuse d'obéir, mais elles sont pas que négatives, elles sont pas qu'immédiates, elles peuvent être à long terme. Ça, c'est important. Évidemment, il faut être uni avec les proches et essayer d'identifier les personnes qui rament véritablement dans la bonne direction, qui vous paraît la bonne direction et qui le font avec une forme d'altruisme, sans égocentrisme, sans égoïsme, sans affairisme, etc. Ça, c'est difficile, il faut bien le reconnaître. Il faut aussi être fort, il faut être en bonne santé, être équilibré, donc sortir, pas être que sur les réseaux sociaux, il faut lire, il faut rencontrer des gens, il faut se faire plaisir, il faut faire la fête, voilà, il faut s'apercevoir que quand vous regardez par une fenêtre, le monde est magnifique. Quand vous regardez des livres d'histoire, que vous regardez des reportages, que vous allez regarder des animaux, que vous vous intéressez à tout ce qui se passe dans le monde, c'est génial. Et puis vous allez voir des choses qui vont vous paraître invraisemblables. Des exploitations de poules, des exploitations de cochons, de la pêche industrielle, des usines de conditionnement de saucisses et de knackis et autres choses comme ça. Et tout ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie de vivre dans Soleil Vert? Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que c'est ça le sens de l'humanité? Véritablement. Où on va devenir des OGM, en fait, qui nous appartiendront même plus. Donc c'est le moment de vivre. Et j'avais fait cette conclusion récemment avec Pierre Bergeau dans une émission sur TV Liberté. Allez dans les églises, allez dans les cathédrales, peu importe si c'est votre religion ou pas, ça n'a aucune importance, vous y serez bienvenus. Comme j'imagine dans des mosquées ou ailleurs. Allumer des cierges, écouter les chants, donner de l'amour. Moi, je me rappelle, c'était un truc qui me paraissait désuet à la messe, mais c'était échangez-vous l'amour, donnez-vous la paix. C'est super important. C'est super important, le contact humain. Je rappelle que pendant le Covid, on essayait de nous priver du contact humain. Il y a des adolescents, au moment où ils avaient envie de sortir en boîte, d'embrasser, de découvrir ce que c'était l'amour, ils se sont trouvés pendant 2 ans où les gens avaient peur de se tuer les uns les autres, directement ou indirectement, parce qu'on leur avait expliqué que quelque chose qui était moins grave que la grippe, qui d'ailleurs avait disparu pendant cette période, allait tuer l'humanité. Voilà, à bientôt et merci. Et parlez de cette chaîne, abonnez-vous, levez des pouces, vous savez, je vous demande pas grand chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est lire vos commentaires, c'est voir que tout ce temps que je passe, toute cette énergie que je donne, sert à quelque chose parce que vous êtes nombreux à regarder ce que je fais. Ça compte pour moi, c'est important pour moi. Donc, je compte sur vous pour ça. Et de toute façon, je vais continuer, je vous parlerai bientôt de plein d'autres projets, des choses qui sont très liées à tout ce que je vous ai dit et qui m'animent et qui m'enthousiasment et qui me donnent envie chaque matin de sourire à la vie, de vous sourire et de m'engager. Voilà. Donc, je vous donne de l'amour, je vous donne de la paix et je vous dis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos proches.